Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes toujours au cœur de Digital Habitat, les journées connectées de l'immobilier social. Et voici notre quatrième table ronde qui est pour nous l'occasion d'aborder la manière dont les bailleurs sociaux envisagent leurs relations clients. Évolution numérique ou révolution des usages avec le digital? Voilà la question qui est posée à nos intervenants que nous allons présenter autour d'un premier tour de table rapide. Je vous propose, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter, mais quand même on va essayer de voir qui vous êtes et d'où vous parlez. Vous allez présenter votre structure en quelques mots et nous donner la mesure des principaux enjeux qui sont les vôtres avec peut-être quelques chiffres. Éric Laguerre est la seule personne en présence. Bonjour Monsieur Laguerre. Bonjour. Vous êtes directeur clientèle de 1001 Vies Habitat. C'est vous qui inaugurez l'exercice. Merci effectivement Éric Laguerre. Je suis exactement directeur de la relation client et de la mission sociale. Très bien. C'est un bon complément. Je travaille au sein de 1001 Vies Habitat, qui est un grand bailleur présent sur le territoire national avec un peu plus de 86 000 logements gérés, 230 000 personnes logées. Nous sommes implantés effectivement essentiellement en Île-de-France avec la société mère 1001 Vies Habitat. Mais nous sommes également fortement présents dans les zones tendues en région Auvergne-Rhône-Alpes avec notre filiale locale Solar, en région PACA avec 3 filiales, Logis Familial sur Nice, Logis Méditerranée sur Marseille et Logis Varois sur Toulon. Et nous sommes également présents sur l'arc atlantique. Très bien. En distance se trouvent 4 intervenants. Mathieu de Chalut, pour commencer, vous êtes directeur général Rhône et Régie Nouvelle chez Habitat et Humanisme. Bonjour à vous. Et voilà, même petit exercice, si vous voulez bien présenter Habitat et Humanisme, qui n'est évidemment pas un bailleur social, mais vous allez nous expliquer quelles sont vos missions. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette table ronde. Je suis Mathieu de Chalut, directeur général de l'association du Rhône du mouvement Habitat Humanisme. Alors effectivement, Habitat Humanisme, on n'est pas tout à fait un bailleur social. On est un acteur de l'économie sociale et solidaire fondé en 1985 par Bernard Devers, ici à Lyon, qui est ensuite un mouvement qui a ensuite essaimé un peu partout en France. La mission de l'association, puisque nous sommes une association reconnue d'utilité publique, c'est de tisser des liens en logeant et en accompagnant vers l'autonomie toute personne en situation de fragilité. Donc c'est là où on se rapproche un peu quand même du métier et des enjeux des bailleurs sociaux. Alors on porte 3 pôles d'activité au sein du mouvement Habitat Humanisme, un pôle historique qui est celui du logement et de l'accompagnement, avec un peu plus de 8 750 logements qui sont gérés aujourd'hui par le mouvement, 75% en PLAI, c'est ce qui fait aussi une des spécificités du mouvement, et 76% en zone tendue. La mixité sociale, c'est vraiment au cœur de notre mission et on vise à développer notre parc dans ces zones-là spécifiquement. Un pôle santé également avec une quarantaine d'EHPAD qui sont aussi gérés par l'association. Et enfin, un pôle d'accueil de réfugiés, qui est le petit dernier du mouvement, si je puis dire, qui accueille déjà un peu plus de 1000 personnes réfugiées dans une vingtaine de centres répartis aussi partout en France. Pour développer en fait notre mission, nous avons 2 foncières. Habitat Humanisme est un acteur pionnier de la finance solidaire et c'est par ce vecteur-là qu'on arrive à développer notre mission et à agrandir notre parc. Et pour porter tout ça, nous sommes un peu plus de 1700 salariés et nous avons la chance d'avoir à nos côtés 4800 bénévoles qui œuvrent au quotidien avec nous pour accueillir 15 000 personnes qui ont été logées et accompagnées par l'association en 2020. Merci beaucoup pour cette introduction. Anne-Sophie Ardisson, bonjour. Vous êtes directrice de la relation client chez Grand Dijon Habitat. Même exercice, s'il vous plaît. Bonjour, donc Anne-Sophie Ardisson-Terrade. J'appartiens donc à l'OPH de la métropole dijonnaise. Nous avons 10 500 logements, un peu plus, pour à peu près 26 000 clients logés. Nous sommes un peu moins de 50% en quartier prioritaire politique de la ville, dont 2 récemment intégrés en QRR, quartier de reconquête républicaine. Notre office, c'est environ 160-170 salariés, répartis en 3 pôles assez classiques, pôle ressources, pôle patrimoine avec les questions de maintenance, exploitation, développement du patrimoine et syndic de copro, et puis un pôle client usager
avec une direction commerciale, gestion locative et attribution, et la direction dont j'ai la responsabilité, la direction relations clients, au sein de laquelle on retrouve les équipes de proximité réparties en 6 agences, le pôle accueil relations clients avec un centre de relations clients couplé à un centre de relations clients avec un prestataire qui s'appelle Sofratel et qui nous accompagne et en journée et en prestation de nuit. Et puis, les équipes recouvrement amiable et contentieux avec les travailleurs sociaux d'une mission intervention sociale. La Prox, regroupe aussi les marchés cadres de vie, puisqu'on a voulu intégrer les marchés cadres de vie dans le cadre d'une démarche HQS il y a quelques années, pour rapprocher ces questions d'achat raisonné, raisonnable et concerté avec les habitants. Donc, du coup, on l'a remis dans ma direction afin de s'appuyer aussi sur la dernière mission dont j'ai la charge, qui est le développement social urbain, qui s'occupe des questions de gestion urbaine et sociale de proximité, de tranquillité résidentielle et de participation des habitants autour de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion par l'activité économique notamment. Et effectivement, donc en 2016, en développant une démarche HQS, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le digital commençait à apporter un certain nombre d'options, d'opportunités pour lesquelles on n'était peut-être pas complètement préparé, mais qu'on a intégré dans la réflexion de réorganisation et on va dire, de destin groupé, notamment des équipes Prox et accueil relations clients, en essayant de se dire comment on va pouvoir mailler cette question de l'immédiateté quand on décroche avec le lien des partenaires sur le terrain que sont nos collègues. Et c'est vrai que cette volonté s'est tournée vraiment autour de 3 axes en se disant les enquêtes de satisfaction nous montrent qu'on n'est peut-être pas complètement à la hauteur de l'attendu d'immédiateté, de réactivité, d'agilité. Donc, comment fait-on pour y répondre? Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec avis locataire autour de 3 grands items qui étaient plutôt sur les questions d'agilité, de sur-mesure et d'autonomisation. Mais nous avons souhaité, et j'ai souhaité, que ce soit d'abord une autonomisation pour mes équipes, mais je pense qu'on y reviendra ensuite. On y reviendra largement. Merci beaucoup. Marianne Pichon, bonjour. Vous êtes directrice stratégie client chez Veolia. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Marianne Pichon. Donc, Veolia, c'est une ESH de 75 000 logements. Nous, on couvre le territoire national sur 7 territoires. Donc, on est implanté de façon historique sur le nord avec plus de 43 000 logements. On a aujourd'hui plus de 13 000 logements à Paris et ensuite on agit sur les régions de Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon et le Grand Est. Et on va dire qu'on a à peu près entre 2 et 3 000 logements sur chacun de ces territoires. Donc on est bien entendu bailleur, on est constructeur et aménageur, on produit environ 1500 logements neufs par an. Alors, moi, je suis particulièrement ravie de faire partie de cette table ronde parce qu'effectivement, la digitalisation, c'est au cœur de la stratégie de Veolia depuis plusieurs années. Alors, c'est clair que ça s'est fortement accéléré, je pense, comme pour beaucoup, cette dernière année avec la crise sanitaire. Mais ça faisait déjà longtemps qu'on avait impulsé ce mouvement. Et on va dire que c'est surtout, effectivement, ce qu'on voulait, sur quoi on veut capitaliser, c'est vraiment renforcer l'autonomie du locataire, lui faciliter son parcours. Et on veut aussi que ça accompagne toute notre stratégie de proactivité vis-à-vis de nos clients. C'est clair que pour nous, si on prend vraiment un chapeau, le digital, ce n'est pas une fin en soi. C'est vraiment pour compléter le contact humain, ça ne le remplacera pas. Et pour nous, le digital, ça doit avant tout aussi permettre de libérer le temps de nos équipes pour les tâches à valeur ajoutée et pour être finalement plus présent auprès de nos clients. Donc finalement, pour nous, ce qu'on a impulsé dans le digital depuis quelques années, c'est finalement que le digital soit au service du renforcement de la proximité. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, nous terminons ce tour de table avec David Bisbal, directeur de la gestion locative chez Domo France. Bonjour, monsieur Bisbal. Bonjour, donc enchanté de participer à cette table ronde. Donc, Domo France est l'ESH leader de la région Nouvelle-Aquitaine dans le groupe Action Logement, 40 000 logements, 700 collaborateurs. On est présent sur 8 départements et on a donc la relation client comme axe majeur, mais on fait aussi
à peu près 1700 logements en construction par an. Et les deux se nourrissent. Donc sur la relation client, nos enjeux majeurs, c'est la partie, bien évidemment, qualité de service, la proximité, ça c'est très important, et le digital ne peut pas faire reculer la proximité pour nous, la sécurité, et après, nos engagements sont sur la maîtrise des charges avec globalement, pour la politique de l'entreprise, un marqueur fort qui est la RSE en toile de fond. Très bien, merci beaucoup. Nous avons identifié plusieurs thématiques pour cette table ronde. On va commencer par essayer de voir quels sont les nouveaux canaux d'échange privilégiés par les bailleurs pour toucher les locataires. Éric Laguerre, qu'est-ce qui fait l'enjeu de la transformation digitale pour un bailleur, selon vous ? Déjà, je voudrais dire que je me retrouve déjà dans les propos qui ont été avancés par mes collègues, et je m'inscris totalement dans tout ce qui a été dit et que nous partageons par ailleurs. Moi, je voudrais juste dire qu'on ne fait pas du digital pour faire du digital. Hein. Le digital, ça s'inscrit dans une logique avec un certain nombre d'enjeux complémentaires, des enjeux clients tout d'abord, parce que je pense que le digital est une manière de faire évoluer notre offre de service et d'améliorer notre service rendu aux locataires au travers une amélioration de notre réactivité, une amélioration, j'ai entendu parler tout à l'heure d'immédiateté, je pense que le digital sert à ça. Ça permet de construire des parcours clients qui sont beaucoup plus efficients pour le locataire, dans lequel il retrouve totalement ce qu'il retrouve dans d'autres domaines de services et de consommation courante. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, un enjeu métier, un enjeu bailleur. Le digital, c'est aussi et en même temps améliorer nos process de gestion, améliorer au travers ces process, notre efficience opérationnelle et notre efficacité économique. Et je pense que le digital, il sert à ça. Il sert les deux, à la fois la vision client et la vision du bailleur. Et puis, ça a été soulevé par mes collègues. Il y a pas... je pense qu'il faut avoir une vision très pragmatique du digital. Notre réseau de proximité, il doit demeurer. C'est ce qui nous permet d'être en lien au quotidien avec nos clients, avec nos locataires, pour répondre à un certain nombre de besoins. Donc l'échange physique reste prioritaire. Et le digital, finalement, il va venir en complément de cette proximité. Et le digital va permettre de gagner en autonomisation, je vais arriver à le dire, du locataire, du client, et permettre également un peu plus d'efficacité sur tout ce qui est échange à distance. Je vais redonner le mot qu'on a beaucoup apprécié ce matin de Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, qui parle, il aime parler de proximité augmentée. Et je crois que c'est un mot qui convient exactement à ce dont on parle. Absolument. C'est un peu technique, mais c'est absolument cela. Merci. Mathieu de Chalut, comment est-ce que le digital, le numérique, vient nourrir le travail avec les équipes de proximité ? Comment ça se passe chez Habitat Humanisme ? Je pense que pour nous, l'enjeu, il est avant tout dans comment le digital il va venir compléter et enrichir notre mission d'accompagnement. Évidemment, je rejoins tout ce qui est dit sur comment le digital il doit améliorer la réactivité, l'accès à du contenu sur les dimensions de la gestion locative. Chez Habitat Humanisme, je pense que notre force, et aussi c'est notre enjeu, comme je disais tout à l'heure, 75% de logements en PLAI, c'est quand même une spécificité assez forte, c'est d'être présent et vraiment d'être dans la plus grande proximité. Alors, je ne sais pas si c'est de la proximité augmentée, je serais ravi, j'étais pas là ce matin, mais je serais ravi d'échanger avec Cédric Van Stevendel sur ce concept-là. Mais en tous les cas, le digital, pour moi, il doit venir renforcer en fait cette proximité. Alors, très concrètement,
On a passé une année 2020 quand même voilà, un petit peu compliquée nous, dans ce défi de l'accompagnement. Comment on résout l'équation confinement et accompagnement? Eh ben, par le digital. Voilà, on a des familles qui ont des points, nous, tous les mois, avec nos équipes de proximité, l'accompagnement social, l'insertion professionnelle, l'accès aux droits, etc. Et ben, ces points qui étaient en fait des points souvent mensuels en présentiel, on les a transformés, souvent c'est des points d'1 heure, 1 heure et demie, on les a transformés en points de quelques minutes hebdomadaires par WhatsApp. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est très concret, hein, on s'est rendu compte que, alors on va pas faire, faut pas uniformiser, hein, il faut être dans la nuance, mais il y a quand même pour une grande partie en fait des publics, ça a été vécu comme quelque chose de positif, puisque le digital là nous a permis dans notre mission d'accompagnement d'être plus présent, de manière avec des fréquences plus rapprochées et sur du coup des temps d'échange qui sont peut-être un peu plus spontanés. Donc ça c'est le premier élément, vraiment, j'allais dire dans notre proximité avec les résidents. Et puis je mentionnais tout à l'heure, voilà, la chance qu'on a de pouvoir s'appuyer sur aussi des bénévoles. Le digital, en 2020, nous a permis, ici sur le Rhône, par exemple, de recruter 200 nouveaux bénévoles. Donc c'est comment, en fait, on est capable aussi, grâce au digital, il y a un élan de solidarité qui est fort dans notre pays par rapport à la crise qu'on traverse. Il y a beaucoup d'acteurs, des particuliers, des institutionnels, des entreprises, des associations qui se mobilisent, qui ont envie d'être présents pour être voilà, dans ce rendez-vous de solidarité. Et comment on fait quand on est à distance? Voilà, la distanciation physique, ça ne doit pas être la distanciation sociale. Et du coup, le digital, il permet en fait de maintenir cette proximité et d'engager à nos côtés tout un tas voilà, de personnes et d'acteurs pour essayer de faire face à ce défi. Très bien. Merci. Marianne Pichon, chez Vilogia, quel canaux vous privilégiez pour communiquer avec vos clients? Alors nous, chez Vilogia, on a travaillé sur un dispositif avec des canaux complémentaires au niveau digital. Je vais en citer 4, dont un qui n'est pas digital, mais vous comprendrez pourquoi. Depuis plusieurs années, on a un journal des locataires, je pense qu'on en a tous, auquel on tient beaucoup et qu'on va absolument continuer. Là, depuis un peu plus d'1 an, on a travaillé sur la version digitale. Donc, on a fait une newsletter. C'est pas un copier-coller, ça c'est important de le dire, c'est pas un copier-coller du journal papier. C'est vraiment une version qui est structurée, organisée pour le digital, donc avec des messages beaucoup plus courts. Ça nous permet d'atteindre, justement, on parlait de liens tout à l'heure, des clients qui, eux, ne lisent pas la version papier. Et ça nous permet de faire tout le lien avec l'espace locataire. Alors, l'avantage d'une newsletter, c'est qu'on a un rythme d'édition qui est à peu près tous les 2 mois, mais sauf qu'on peut le bouger très facilement en fonction de l'actualité. En termes de contenu, ça nous permet d'avoir à la fois un contenu avec des actualités très générales sur le fonctionnement de Vilogia, sur les éco-gestes, voilà, ça ce sont des informations générales, mais aussi d'avoir des informations plus ponctuelles. Voilà, si je prends à titre d'exemple la dernière newsletter, on a communiqué sur la réforme des APL, actu générale, mais aussi sur, par exemple, le partenariat avec Papernest qu'on vient de mettre en place. L'avantage de cette newsletter, c'est que ça nous permet aussi une information qui est très territorialisée. Et là, tout à l'heure, on parlait de liens. C'est important que nos clients aient l'information qui les concerne pour qu'on soit au plus près d'eux. Donc finalement, c'est là quelle est la notion de proximité. Donc par exemple, là, avec la crise sanitaire, on peut avoir des horaires différents pour les ouvertures des agences ou des contraintes sur les agences. On va pouvoir communiquer de façon différente ou l'ouverture de l'agence de Marseille, ça sera pour les locataires qui sont à Marseille uniquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de taux de contact, aujourd'hui, cette newsletter, elle est envoyée à 80% de nos clients, puisqu'on a 80% de mails, et elle est ouverte par 30% de nos locataires. En termes de taux d'ouverture, si on se compare à d'autres secteurs, on sait que quand on atteint 10% de taux d'ouverture, c'est déjà très bien. Donc, on va dire qu'avec 30%, on est satisfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce lien dont on parlait juste avant, on a réussi à le maintenir avec nos locataires et avec des sujets qui le concernent parce que justement, on a pu territorialiser nos sujets. Donc là, effectivement, ça a été un vecteur extrêmement important, notamment pendant la crise sanitaire, où là, on a envoyé effectivement beaucoup de newsletters. Cette newsletter, on la complète dans le dispositif par des emailing. Le principe est le même. Le emailing, il nous permet de travailler soit sur des thématiques ponctuelles ou récurrentes ou sur une cible de clients particulière. Par exemple, quand nos locataires sont en fin d'attestation d'avis d'échéance,
on va relancer uniquement ceux qui arrivent en fin d'attestation pour qu'ils puissent nous renvoyer leur nouvelle attestation. Voilà, donc ça c'est très concret, ça permet d'avoir une temporalité très précise et d'être vraiment en lien direct avec nos clients. Bien entendu, on a l'espace locataire. Alors l'espace locataire, on en parlera certainement plus après, c'est effectivement le vecteur où on va trouver l'ensemble de nos services. Mais en termes d'informations vers nos clients, là aussi, ça nous permet de pousser des informations générales ou très spécifiques. Là, notre exemple, quand on a les dates de mise en chauffe, nous, sont différentes selon les territoires, ça permet que chaque locataire ait l'information qui le concerne exclusivement. Donc tout ça, ça permet d'avoir des informations très ciblées. Aujourd'hui, sur l'espace locataire, on a 2/3 de nos locataires qui sont connectés. Ce chiffre, il a doublé en 2 ans. Donc on voit bien qu'il y a aussi une appétence de nos clients vers ce nouvel outil. Alors nous, on avait l'espace locataire sur la version web depuis très longtemps, et là, on a développé la version appli depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc, et là, on voit effectivement qu'il y a une vraie appétence. Autour de ces canaux digitaux qui nous permettent de communiquer vers nos clients, et on voit donc que leur gros avantage, c'est finalement un lien direct, une proximité. C'est vrai qu'on en a beaucoup abusé cette année, et ça nous a permis de maintenir le lien. Mais on avait aussi déployé depuis des années des visites et appels de courtoisie auprès de nos clients. Forcément, ceux-là aussi, on les a renforcés pendant la crise, en parallèle de toutes les informations qu'on envoyait via nos canaux digitaux. Là, c'est forcément un accompagnement beaucoup plus personnalisé, mais aussi un accompagnement pour nos outils digitaux. C'est-à-dire qu'à travers ces échanges avec nos clients personnalisés, on leur explique ce qu'ils peuvent trouver dans l'espace locataire, l'intérêt des différents services. Et à titre d'exemple, on a fait un petit test en fin d'année dernière où on a ciblé des locataires qui n'avaient pas leur espace locataire ouvert. Et on a vu qu'on a pu accompagner 10% d'entre eux en pas à pas au téléphone pour qu'ils ouvrent leur espace locataire en direct avec nous et qu'on puisse leur montrer tout l'intérêt de l'espace locataire. Donc voilà, donc les visites et les appels, ce n'est pas un canal digital, mais on voit bien là de nouveau l'interaction entre le digital et la proximité. Et finalement, les deux vont exactement dans le même sens et les deux sont vraiment au service de la proximité. Très très bien, merci beaucoup, merci Marianne Pichon. David Bisbal, le digital s'est-il imposé de fait par le contexte sanitaire et la nécessité de revoir vos process afin de maintenir l'activité, ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui arrivait en fond et que la crise sanitaire a simplement révélé ? Oui, effectivement, la crise sanitaire nous a fait faire un bond colossal sur nos équipements en outils nomades pour pouvoir travailler de chez nous, mais concernant la mutation digitale, elle avait été lancée 1 an auparavant quand on a lancé notre projet d'entreprise, notre projet stratégique PEPS, et un des axes de ce projet d'entreprise s'appelle « Digitaliser pour mieux loger ». Et donc, effectivement, on conçoit la digitalisation comme un moyen de faire progresser le service à nos locataires. Donc, plusieurs dimensions. La première, c'est la réactivité. On va passer d'une charte de service qu'on avait mis en place en 89, où on s'engageait à intervenir chez les locataires en 7 jours sur des réparations. On travaille à un engagement début 2022 à 48 heures. Et ça, c'est aussi par tout l'outillage digital qu'on a pu déployer. L'autre aspect fort pour l'amélioration de la qualité de service, c'est la transparence qu'on instaure en mettant en place, par exemple, un extranet locataire. Il est en place aussi chez nous, en donnant aussi l'accessibilité aux données à nos collaborateurs de façon plus forte. Et donc, à partir de là, ils peuvent travailler et faire de meilleures choses. Bien évidemment aussi, cet outil, cette digitalisation amène une meilleure efficacité dans notre travail, notamment vis-à-vis des fournisseurs. On est en train d'instaurer, je dirais, un accès par nos équipes au système d'information de nos principaux fournisseurs pour avoir leur bonne intervention en temps réel. Et puis enfin, le digital amène un vent important de capacité à innover pour l'entreprise. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et ça permet de rebondir
dans des innovations digitales, mais aussi dans d'autres innovations. Ça rafraîchit, je dirais, l'esprit d'entreprise. Merci. Anne-Sophie Ardisson, chez Grand Dijon Habitat, vous avez 3 mots-clés qui portent votre stratégie relation client. Vous nous en avez déjà parlé en introduction. Vous les avez évoqués, ces mots-clés: agilité, sur-mesure, autonomisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui a présidé au fait de matérialiser votre stratégie sur ces mots-clés-là, et comment vous les déclinez concrètement? Oui, alors effectivement, dans le cadre des enquêtes de satisfaction et de la démarche HQS qu'on avait menée, on s'était rendu compte qu'effectivement, on avait des collaborateurs qui voulaient absolument être beaucoup sur le terrain, qu'on soit en recouvrement, qu'on soit en relation client ou en diagnostic. Et c'est vrai que tout ça, quand c'est 40 000 GRC à traiter, alors gestion de la relation client, pardon, affaires, de demandes d'intervention à traiter, plus de 60 000 appels, parce qu'on sentait cette inflexion vers le digital, soit via les espaces locataires qui, c'est vrai, nous sont ouverts assez massivement. Dès qu'on a donné l'accès à l'espace locataire, on a eu 50% de nos locataires qui s'inscrivaient et qui commençaient à nous envoyer des mails, à faire des doléances par mail, et on s'est vite retrouvé un peu sous la vague. Donc c'est vrai que quand moi j'ai parlé digitalisation, autonomisation, agilité, etc., je me suis dit prendre des engagements juste sur la relation client et afficher des choses sans outiller les équipes et le lien équipe-prestataire, ça me semblait compliqué. Parce que j'avais vraiment peur qu'on ne soit pas en capacité, nous, d'assurer derrière les engagements qu'on avait décidé de prendre, parce que j'avais des équipes qui avaient vraiment l'impression qu'il ne fallait pas être au bureau pour travailler, qu'il fallait être sur le terrain, et c'est ce que j'appelais, en arrivant ici il y a une douzaine d'années, la GRC post-it. On fait des affaires, on écrit sur un post-it, on revient, et il ne faut surtout pas passer le post-it à la machine, hein, sinon on était tous un peu perdus. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la digitalisation et nos outils métiers, il n'y a plus le post-it, et ça, c'était important. Mais c'est vrai que mon grand enjeu avec mes collaborateurs managers ou avec notre direction de la communication, ça a été aussi de trouver le moyen de les équiper, de les outiller et de les convaincre, vraiment de les convaincre que ces outils n'allaient pas effectivement les mettre à distance de l'humain, parce que j'entendais mes collègues, on parle tous de nos territoires, et sincèrement, là, dans nous 4, 5, je suis la plus petite, et mes collègues arrivent à me dire que nos clients d'un quartier à l'autre ne sont pas les mêmes. Je crains que ce ne soit pas tout à fait la vérité. Et c'est vrai que du coup, moi, ce que j'ai voulu aussi faire, c'est homogénéiser les pratiques, convaincre mes collaborateurs que l'utilisation du digital leur permettrait de mieux travailler et surtout aussi de tracer ce qui fonctionne. Dans nos offices, on trace beaucoup ce qui ne fonctionne pas. On fait de la veille technique, on trace que ce qui ne fonctionne pas. Par contre, quand on a un incendie majeur, comme on a eu nous ce week-end, où j'ai relogé 10 familles dans la nuit de samedi à dimanche et qu'on a évacué 150 logements quasiment en moins d'une demi-heure, et qu'on avait tout le monde sur le trottoir, effectivement, prouver qu'on avait fait nos veilles techniques, etc., et que tout fonctionnait la semaine dernière, ça a quand même été plus confortable pour moi. Donc, c'est vrai qu'on s'est surtout, nous, tourné vers une start-up qui s'appelle Avis Locataire, parce qu'on a voulu outiller nos collaborateurs de moyens de tracer leur veille technique, leur petite maintenance directement sur site, de les sortir aussi de cette idée que la géolocalisation, c'est du flicage, que les prestataires doivent être autonomes et qu'on doit leur faire confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle et n'exclut pas la traçabilité. Et c'est vrai que l'intérêt était aussi de se mettre aussi dans ce cercle vertueux et dans une dynamique où, avec les outils qui nous ont été proposés, on peut prendre des rendez-vous. Du coup, on a 100% de nos sorties qui sont réussies. On trace ce qu'on fait, alors demain, bientôt, directement sur le terrain avec des applications mobiles collaborateurs, mais surtout, grâce à Avis Locataire, on trace en géolocalisant nos contrôles. Et c'est vrai que ça nous permet d'informer quasiment en direct live nos collaborateurs de l'ARC, accueil relations clients, qui décrochent, qu'ils soient dans le nord ou chez nous réellement. Et puis surtout, dans ce cercle, on y a intégré des enquêtes flash
y compris sur nos prestataires, puisqu'on a travaillé en achetant sur la base de sourçage, où on a travaillé dès l'achat la question des outils de reporting qu'on a imposés, mais travaillé au moment de l'appel d'offres. Ce qui fait qu'au moment de la mise en œuvre des prestations, on avait en fait, ce que disait mon collègue Monsieur Bisbal, on avait finalement un retour d'information en temps réel via les tablettes. Alors c'est même tellement en temps réel qu'on avait les factures avant de pouvoir les contrôler, donc c'était un peu compliqué d'aller contrôler les travaux, mais d'avoir eu la facture avant, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à s'adapter. Et c'est vrai que tout ça, ça avait embarqué mes équipes sur le digital, et comme mes collègues le disaient tout à l'heure, c'est vrai que la période de confinement nous a donné un formidable élan, parce que si j'avais réussi à convaincre mes collaborateurs de prox, j'avais eu un petit peu plus de mal sur les équipes recouvrement ou intervention sociale. Et au final, comme le disait Mathieu de Chalut, on a vite réussi à inverser la tendance en mettant en lien par de l'appel sortant, toujours via l'application Avis Locataire. Au mois d'avril, on passait déjà 3000 appels par semaine. Sur des publics repérés qui étaient extrêmement étonnés. On a inversé cette relation client parce que d'habitude, ils viennent à nous, nous, on est allés à eux. On a travaillé sur le portage des courses, on a travaillé sur la gestion des conflits de voisinage avec nos prestataires qui ont été sans faille à ce moment-là parce qu'on travaillait également avec eux via le digital pour leur permettre d'aller faire des médiations sur le terrain. Voilà. Et c'est vrai que ce digital nous a permis aussi de travailler en imposant les gestes barrières, en protégeant nos collaborateurs, en nous donnant du confort de travail, y compris dans cette période qui était vraiment compliquée. Très bien, merci beaucoup Anne-Sophie Hardisson. Pendant qu'on discute, vous avez la possibilité, vous qui nous regardez, de nous envoyer vos questions. Vous avez une petite fenêtre de conversation sur votre écran et vous pouvez écrire votre question, elle nous arrivera et je pourrai les répercuter au fur et à mesure en fonction de l'avancement de cette table ronde ou bien garder un petit temps pour les poser à la fin. Mais j'ai ici deux questions qui arrivent pour Marianne Pichon par rapport à ce que vous avez dit. Madame Pichon, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir accès à 100% d'adresses e-mail de vos clients? J'imagine que tout le monde n'est pas équipé d'un email, c'est peut-être ce que vous allez nous dire. Et aussi une question de Clément qui demande si vous faites signer des accords RGPD avec les nouveaux contrats de location pour être dans les clous lors de l'adressage des publications digitales à vos clients. Alors oui, absolument, RGPD, ça on l'a mis en marche, hein, puisque effectivement on communique là-dessus. Et puis on a une clause maintenant dans les baux. Sur les emails, bah oui, on n'a pas toujours, comme partout, on n'a pas toujours toutes les coordonnées. D'abord, il y a des locataires qui n'ont pas de mail, donc on ne peut pas les obliger à en avoir. On a aujourd'hui un taux de couverture de 80%, ce qui est quand même déjà, je pense, excellent. Après, on sait que les adresses mail, elles tournent, elles bougent, il y en a qui changent, qui n'en ont plus. Voilà, c'est un petit peu comme les numéros de téléphone en 06. Donc, nous, à travers notre centre de relations clients, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un centre de relations clients interne depuis très longtemps, qui est basé à Villeneuve-d'Ascq. À chaque appel entrant, on vérifie systématiquement les coordonnées du locataire, téléphonique et adresse mail, ce qui nous permet là aussi de compléter. On avait, il y a quelques années, on n'était pas à ces taux-là, on a fait des grosses campagnes quand même de couverture d'email. Donc, il y a effectivement tout ce travail-là qui est fait aussi à chaque appel qui nous permet de compléter les coordonnées et de vérifier l'adresse mail. Donc, je dirais que oui, on peut encore le monter un petit peu. On n'est pas à 100%, mais je pense qu'on n'est pas à 100% dans la population. 80%, vous êtes pas mal. Merci beaucoup. Je pense qu'on est pas mal. Léa nous dit qu'elle aime beaucoup la notion de digitaliser pour mieux loger, utilisée par David Bisbal. Elle la trouve très intéressante. Digitaliser pour mieux loger. On peut garder ça avec proximité augmentée. Ça fait partie d'un petit glossaire qu'on va se constituer au fil de ces journées Digital Habitat. Et bien justement, une question de Magdalena pour Monsieur Bisbal. Comment vous mettez en place cet outil digital qui vous permet une meilleure efficacité vis-à-vis de vos fournisseurs ? Eh bien, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Intent, qui est mise en place par la société Intent Technologies et qui est une plateforme d'agrégation de données de nos fournisseurs. Ces fournisseurs aujourd'hui, c'est les grands exploitants de chauffage, les grands ascensoristes et les prestataires multiservices, mais petit à petit, on branche aussi les autres corps de métier. Et donc, ça consiste tout simplement à récupérer chaque jour les interventions que font leurs ouvriers
et qu'ils enregistrent sur leur tablette et qu'ils envoient ensuite dans le système d'information des fournisseurs. Et on a un fil permanent qui nous amène ces données. Et donc, on a des dizaines de milliers d'interventions qui sont stockées. Ça nous permet de renseigner nos clients sur quand ils nous posent des questions sur quand l'ascensoriste va-t-il passer, est-ce qu'il est déjà passé, quel a été le résultat de son premier passage puisque l'ascenseur n'est pas parti, eh bien, n'est pas reparti. Eh bien, on a une fenêtre sur leur système d'information et on peut ainsi renseigner les clients, être efficace et avoir à peu près la même réponse, car avant cet équipement, je dirais les différents membres des équipes, le gardien d'immeuble, la personne en agence, la personne au siège qui suit les contrats, pouvaient avoir des informations différentes, des bouts de l'histoire. Et là, on a l'histoire complète en direct. Très bien, merci beaucoup. Allez, avançons sur les thématiques que nous allons traiter. On va voir maintenant en quoi le digital mis au service du locataire doit lui simplifier la vie et quels sont les impacts de ces nouveaux services sur la relation client. Et justement, Éric Laguerre, vous avez mené, je crois, une étude marketing chez 1001 Vie Habitat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette étude et est-ce que vous pouvez nous dire que la fracture numérique est une vraie question selon vous? On parlait de 80% de personnes qui ont un mail, peut-être 20% qui n'en ont pas. Aujourd'hui, en 2021, est-ce que c'est compliqué de ne pas avoir de mail, peut-être de ne pas avoir d'accès aux réseaux, aux autres réseaux sociaux, etc. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de cette étude? Effectivement, notre direction du marketing a mené une longue enquête auprès de nos locataires, parce qu'effectivement, quand on a posé notre stratégie relation client omnicanal, on s'est posé la question de la réaction de nos locataires à ce changement de stratégie, hein, où jusqu'alors tout passait par le gardien et la proximité. Et en fait, je pense qu'en conclusion, on peut juste dire qu'il faut tuer les idées reçues, tout simplement parce que à l'issue de cette enquête, on s'aperçoit qu'on a 75% de nos locataires qui sont équipés de smartphones. Oui. Voilà, aujourd'hui, c'est un moyen de communication, y compris avec son bailleur au travers les applis qui sont mis en place par les différents bailleurs. Les moyens de communication usités aujourd'hui, c'est le mail et le SMS. Je suis d'accord avec ma collègue. On a également plus de 80% de nos locataires qui ont un mail, avec lesquels on communique quasiment, je ne vais pas vous dire quotidiennement, mais de manière régulière. Le SMS, c'est la même chose, puisqu'on dispose de bases de données téléphoniques. Et au travers de ces deux outils de communication, finalement, on adresse de manière digitale à 95% de nos clients. Et enfin, troisième chiffre de cette étude, on s'aperçoit que plus de 65% de nos locataires sont prêts à réaliser des tâches administratives de manière dématérialisée, à l'image de ce qu'on fait avec les applications des impôts, de la CAF, oui, etc. Donc, on est aussi dans un environnement où nos locataires utilisent déjà le digital pour faire des actes de gestion courante. Donc, bien évidemment, il n'y a pas un locataire, il y a plusieurs profils de locataires. Et effectivement, on a pu organiser un peu, mettre dans des cases nos locataires. Alors, on a le profil du locataire techno-agile, c'est le geek qui va être tout le temps sur son ordinateur, qui va tout faire par Internet et qui va se satisfaire d'une relation digitale. Et puis, effectivement, on a une partie de notre population qui est un peu plus rétive aux usages numériques et pour lesquels effectivement, il va falloir penser de nouvelles solutions pour les accompagner ou offrir d'autres solutions comme la proximité le fait très bien aujourd'hui dans une relation en face à face avec son gardien. En effet, le geek dont vous parlez, ou en tout cas la personne qui est rompue à ses usages, finalement, elle sait très bien, elle va se saisir de tout ce qu'on lui propose. Elle nous intéresse presque moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la recherche de ces 5% qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas habitués. Comment on fait pour les emmener quand même dans cette aventure et ne pas les laisser sur le bord du chemin?
Je ne suis même pas sûr qu'il faille les amener sur le terrain de la digitalisation. Ce qui est important, c'est qu'on apporte des solutions en fonction des profils ou des cibles de locataires. On ne va pas faire chatter sur Internet un locataire qui est hermétique aux usages numériques. Donc il faut pouvoir adresser d'autres solutions pour ces personnes qui sont pas à l'aise avec le numérique, et en tout cas pouvoir leur offrir un niveau de service équivalent. Mais en tout cas, la question de la fracture numérique, elle est dans nos stratégies. Il faut y penser. Il faut surtout l'avoir à l'esprit quand on construit notre stratégie relation client un peu plus digitale que celle que nous avons aujourd'hui. Merci. Mathieu Dechalut, je crois que ce sujet vous tient particulièrement à cœur. Comment on accompagne les locataires les plus fragiles dans l'appropriation du numérique et des nouveaux usages? Quelle est votre expérience là-dessus? Comment vous procédez? Est-ce qu'il faut essayer d'emmener tout le monde dans le numérique, ou est-ce que, comme me dit M. Laguerre, il y a un public quand même dont il faudra s'occuper différemment? Je vous parlais, moi, de geeks que j'ai rencontrés en février 2016. Ils arrivaient de la jungle de Calais. Quand on a démantelé la jungle de Calais, qu'on a accueilli à Lyon des réfugiés, nous, on avait préparé un super pot d'accueil, des équipes. C'était un peu tard, c'était 22h30, 23h, donc une soupe, vraiment un super truc d'accueil. Première question, quand ils sont descendus du bus, on est où? La vraie première question, c'était quand même on est où? Et la deuxième, c'est quel est le mot de passe Wi-Fi? Voilà. Et je partage cette petite anecdote parce que du coup, on était un petit peu embêtés parce qu'en l'occurrence, on n'avait pas vraiment fini d'installer la box Internet, etc., dans le lieu où on les accueillait. Alors évidemment, après, ça a installé, etc. Mais alors, première préoccupation, c'était d'avoir accès à Internet. Et en fait, il faut faire attention, je pense, à surtout pas mettre les personnes dans des cases. Les personnes qui sont en situation de fragilité, dont on s'occupe nous, en fait, elles ont aussi des ressources, elles ont le fameux pouvoir d'agir, elles trouvent en fait des systèmes D, et le numérique, pour elles, est souvent en fait un super moyen d'être en lien, d'avoir un réseau, d'être soutenu, voilà. Donc, après, je pense que avec notre casquette bailleur, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. On ne peut pas imposer, il ne faut surtout pas chercher à contraindre tout le monde à rentrer dans sa casquette de locataire dans des canaux numériques. Ensuite, nous, en tant que association dont la mission est de favoriser l'insertion des personnes en situation de fragilité, je pense qu'en revanche, il est vraiment notre devoir de les sensibiliser et de leur montrer que, et là, je pense que c'est vraiment 100% d'entre elles, elles sont capables en fait d'accéder à l'information qui va les intéresser. Alors parfois, c'est une information qu'elles ont du mal à accéder. Aujourd'hui, quand même, tous nos services publics sont souvent accessibles et de plus en plus en format numérique, et il est parfois de plus en plus difficile d'y accéder en format présentiel. Ça, c'est un autre débat. Mais nous, en fait, il y a une nécessité pour elles pour ouvrir ses droits, pour engager des démarches de santé, pour évidemment trouver un job. Il y a quand même maintenant des pans entiers en fait de notre économie, vie sociale qui passe par le numérique. Donc, quand on accompagne les personnes vers l'insertion, il faut forcément les équiper, les outiller pour qu'elles aient aussi ces codes et ces usages-là. Et il y a aussi le fait qu'elles puissent accéder à l'information dont elles ont besoin. Et là, on va lancer, nous, dans les prochains jours, une expérimentation dans nos escales solidaires, qui sont des lieux où, en fait, on va créer du lien au cœur des quartiers, pour que, je ne sais pas si on peut mettre la photo à l'écran, avec, en fait, des QR codes, qui sont des QR codes, je vais dire, un peu sympas, graphiques, qui casse un peu le code justement des QR codes qu'on connaît un petit peu les uns les autres. Alors là, ce qu'on est en train de voir à l'écran, Monsieur Dechalut, c'est un QR code. On peut le flasher. Les gens qui nous regardent, ils peuvent le viser avec leur téléphone en mode appareil photo et ça va donner un lien, c'est ça? Oui, tout à fait. On va le repasser.
C'est un vrai QR code, vous pouvez le flasher avec votre appareil photo. Ça va vous emmener vers, en l'occurrence, là, le lien Nos Escales Solidaires. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a un petit côté, en fait, immédiat, un peu fun, un peu, voilà, on peut s'amuser aussi avec le digital. Et surtout, on peut aller y trouver l'information dont on a besoin à l'instant T. Donc là, on va essayer ça pour Nos Escales Solidaires. Et ce qu'on imagine demain, c'est voilà, dans nos différents immeubles, dans nos différents lieux de vie, où on a souvent des espaces collectifs, où il se passe voilà, beaucoup de choses. Il y a des ateliers animés par nos équipes, salariés, bénévoles et partenaires qui s'engagent à nos côtés, d'avoir un QR code qu'on peut simplement scanner et on voit les contacts évidemment utiles, mais aussi la prochaine séance, pause café à partager ensemble, soirée jeu ou atelier santé. Enfin voilà, vous voyez, en fait, c'est aussi une manière pour nous de leur montrer que le numérique, c'est pas que quelque chose pas très drôle où il faut remplir des questionnaires en ligne pour mettre à jour ses droits, etc. Donc, on va essayer ça. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner parce qu'on va lancer là dans les prochains jours. Mais en tous les cas, je pense que l'accès au numérique, pour toute personne qui a aujourd'hui envie de trouver sa place dans notre société, il faut l'encourager dans cette démarche-là. Après, dans son statut de locataire, il faut évidemment maintenir l'ensemble des canaux. En tous les cas, pour Habitat Humanisme, c'est une évidence. Il y a des personnes qui viennent payer leur loyer avec des pièces et des billets tous les mois. Donc, c'est la réalité. Il faut évidemment surtout pas en faire abstraction. Encore une fois, il faut être dans un dosage, une nuance. Mais dans la démarche d'insertion, je pense que c'est vraiment notre responsabilité que de les accompagner. Et oui, mais parfois c'est un peu difficile, parfois voilà, ça pas forcément toujours envie, mais on essaye de le faire en format collectif. On essaye de le faire avec des personnes qui savent mieux faire que nous. C'est important aussi de s'associer avec des partenaires qui ont, eux, beaucoup réfléchi à justement faire accepter, faire tomber ces barrières-là. Et puis, voilà, petit à petit, faire progresser chacun dans ses usages vers le numérique. Merci beaucoup, Mathieu Dechalut. Marianne Pichon, quels sont les nouveaux services que vous proposez à vos locataires grâce au digital et surtout, qu'est-ce qui vous a orienté dans le choix de ces nouveaux services à développer? Comment vous avez décidé de les mettre en place? Alors, avant, déjà, effectivement, il a fallu qu'on la bâtisse, cette stratégie multicanale. Alors, un petit peu comme Monsieur Laguerre, nous aussi, nous avons mené une enquête auprès de nos locataires parce qu'en fait, on s'est dit une stratégie multicanale, elle vaut, mais elle est faite pour nos clients. Elle est faite pour simplifier le parcours client. Donc, on a voulu partir de leurs besoins du client et forcément de leur parcours client. Le but, c'est de le simplifier. Donc, nous aussi, on a réalisé une enquête. On se rejoint tout à fait dans les conclusions, c'est intéressant. Ce qu'on a pu constater effectivement, c'est que les 2/3 utilisaient régulièrement les outils digitaux. Donc on voit bien qu'ils sont déjà complètement aguerris à ces supports-là. Et ce qui est ressorti aussi, c'est qu'ils avaient besoin d'instantanéité. On en a parlé un petit peu en introduction. Ils avaient besoin aussi d'être réassurés. Ils veulent savoir que leur demande, quand ils s'adressent à nous, elle est prise en charge et qu'ils vont pouvoir la suivre de bout en bout. Donc ça a été des éléments qui nous ont aidés aussi à tracer pour savoir effectivement quels sont les supports et les outils et les services dont ils ont besoin. En parallèle, on a fait un gros atelier interne sous format vraiment de brainstorming avec 40 collaborateurs pour vraiment essayer de voir avec des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui connaissent nos clients et qui sont aussi dans différentes fonctions dans l'entreprise pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait digitaliser en premier, quelle allait être l'efficacité, la pertinence, l'intérêt et pouvoir donner des priorités. Donc effectivement, quand on a mêlé et le travail collaboratif et l'enquête, effectivement, le premier support qui venait naturellement à développer, c'était vraiment de compléter notre espace locataire. Donc c'est là qu'on a décidé de développer l'application pour compléter la version. Alors après, on a des services en ligne qui sont finalement très basiques et très simples, mais ça répond un petit peu à la question de ceux qui veulent faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher un paiement par chèque, mais n'empêche que ceux qui ont envie d'autre chose, ils ont les moyens de faire autre chose et eux, ça leur libère du temps, ça leur permet de le faire quand ils veulent, comme ils veulent. Ils peuvent payer leur loyer à 23 heures, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'on a développé, c'est effectivement, alors là, depuis le confinement, on a développé la prise de rendez-vous en ligne.
Bon, là, pour des questions sanitaires, mais finalement, ça va rester parce que ça permet de fluidifier le parcours en agence. Donc là aussi, on voit que le digital, il est bien, il permet quand même le contact physique derrière, puisque c'est la prise de rendez-vous. Il y a à peu près 10% de nos clients aujourd'hui qui l'utilisent dans les flux. Sur les services en ligne, là aussi, c'est ce que je disais, des services très concrets, très basiques, mais c'est je peux mettre mes coordonnées à jour, je peux trouver le nom de mon contact chez Vilogia, qui est mon chargé de clientèle, où est mon agence, quelles sont ses heures d'ouverture. Voilà, donc c'est aussi accès à une information qui me concerne. On a vraiment pris un gros parti pris de territorialisation. Aujourd'hui, quand un client ouvre son appli, ce qu'il voit en premier, c'est les informations qui concernent son territoire. Voilà. Donc ça, c'est aussi, voilà, pour les faire venir vers l'application, il faut bien quelque chose qui les intéresse. Donc il y a un gros travail éditorial en arrière. Le digital, s'il n'y a pas un gros travail de contenu, ça n'apportera pas grand-chose non plus. Donc, à partir de là, il peut donc modifier ses coordonnées. Il peut bien entendu payer son loyer en ligne. Là aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est la progression qui est fulgurante. En 2 ans, on a doublé le nombre de paiements en ligne. Aujourd'hui, on est à 20%. C'est le deuxième moyen de paiement pour les loyers. Donc, on voit vraiment qu'il y a un intérêt et ceux qui y vont, ben, eux, ça les arrange. Pareil pour tout ce qui est demande en ligne, qu'elle soit technique ou non technique. Aujourd'hui, le client peut déposer sa demande, il peut nous déposer des documents, il peut transmettre son attestation d'assurance avec une photo. Ça va automatiquement rentrer dans nos bases. Il peut suivre sa demande. Et aujourd'hui, c'est pareil, on voit qu'il y a un véritable intérêt des locataires, puisqu'aujourd'hui, ils sont 18% à déposer une demande en ligne. Et là aussi, ça a été exponentiel. Alors, on a vu une très forte montée depuis 1 an, mais ça ne baisse pas aujourd'hui. On voit que ça se maintient. Et effectivement, on a beaucoup poussé aussi en communication ces services. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le digital, ça nous permet aussi de présenter des supports qui sont complètement différents. Par exemple, pour le paiement par carte, on a pu envoyer des petits films animés qui expliquait comment payer son loyer en ligne. Donc, on voit même que sur un niveau pédagogique, c'est extrêmement simplifié, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus simple. Donc, finalement, là aussi, la fracture, elle est réduite puisque finalement, on peut parler au plus grand nombre à travers ce biais-là. Bien entendu, ils ont accès à leurs avis d'échéance. Donc là, on a démarré la dématérialisation des avis d'échéance. Bon, on en est au tout début, parce que là, effectivement, on parlait tout à l'heure RGPD, il nous faut le consentement du locataire pour ne plus lui envoyer un courrier. Pour l'instant, on a juste démarré le service, on est à 2500 clients, donc c'est vraiment un tout début. Mais voilà, on va continuer la communication là-dessus. C'est vrai que chaque fois, on appuie tous ces services par une forte communication. Comme je disais, avec des nouveaux outils, des nouveaux tutos, des choses animées, des choses beaucoup plus ludiques, même si c'est suivi après par des flyers plus traditionnels. Mais c'est vrai que ça nous permet vraiment d'aller vers le client et de développer. Et on voit en réaction les taux d'utilisation qui sont vraiment effectivement, qui ont doublé en 2 ans. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes toujours en direct du Digital Habitat. Il est 15h52, le temps passe et je vous demanderai des réponses un petit peu plus concises. Ce que vous dites est très intéressant, mais on a beaucoup de thèmes à aborder. David Bisbal, vous lancez, je crois, bientôt votre centre relations clients. Quelle va être la différence avec l'extranet locataire ? Est-ce que ça va contribuer à maintenir le lien entre vous et les locataires? Parlez-nous de ce centre relations clients. Oui, en fait, notre extranet locataire, c'est un outil où on peut effectivement écrire à son bailleur à 1h du matin, envoyer son paiement le dimanche, mais donc c'est un outil cependant un peu sans interaction avec le bailleur. Et donc, ce que nous mettons en place avec le centre de relations clients, c'est quelque chose de différent où là, nos locataires pourront être en interaction avec nous. Ça démarre demain. On est prêt aux 2 scénarios, y compris le scénario de démarrage en confinement total. Voilà. Donc, et c'est une plateforme multicanale où nos équipes sont en charge de répondre le plus souvent possible du premier coup aux gens qui les appellent, d'être
la cible, c'est 80% de réponses immédiates et pour les 20% restantes, c'est les demandes les plus techniques. On mobilise nos experts internes qui se trouvent dans nos agences le plus souvent, mais aussi dans des services relais au siège. Donc, à partir de là, on va, je pense, amener une nouvelle dynamique et une accélération de la qualité de service dans l'ensemble de l'entreprise. Très bien. Même question que je posais à M. Laguerre ou à M. De Chalut tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion numérique, pour ne pas laisser de côté ceux qui ont du mal avec ces outils-là ou qui sont empêchés par ces outils-là? On est là dans le registre de ce que je disais tout à l'heure sur notre marqueur RSE dans notre projet d'entreprise. On fait un gros effort sur le lien emploi-logement, hein, c'est aussi l'appartenance au groupe Action Logement. Et donc, beaucoup d'efforts sur l'insertion en général. On met dans nos marchés l'équivalent de 150 ETP annuels en heures d'insertion. On fait de l'inclusion numérique, oui. On travaille avec des associations dans les quartiers pour faire des ateliers en pied d'immeuble. Pour faciliter l'accès au numérique de nos locataires, parce que souvent, et notamment aussi pour le public des femmes, souvent c'est un moyen aussi, quelque part, de monter une première marche vers le marché de l'emploi également. Ce n'est pas que faire des démarches vis-à-vis de nous et des administrations. On a facilité aussi l'implantation d'une boutique Emmaüs Connect sur un de nos quartiers qui fournit des heures gratuites de téléphones portables aux locataires nécessiteux, mais aussi qui animent aussi des ateliers. Et puis enfin, on est partenaire de 2 PIMS, donc des points d'information qui relient en fait l'ensemble des services publics avec les locataires et les habitants qui ont des problèmes d'accès au portail numérique des uns et des autres, que ce soit CAF, ANPE, Pôle emploi, pardon, et Bayer. Voilà, donc c'est toutes ces actions qui sont en place. Alors, on n'a pas encore aujourd'hui une couverture totale de notre territoire, mais petit à petit, parce que ça, c'est une affaire on ne claque pas dans les doigts et il faut mettre en place des relations partenariales, un réseau d'acteurs. Et donc, on essaime petit à petit sur cette démarche, mais ça fait partie de notre politique. Bien sûr, c'est très intéressant ce que vous dites. Évidemment, quand un client, un locataire n'a pas la possibilité d'aller sur les outils digitaux de son bailleur social, il aura les mêmes problèmes pour la CAF, la banque, les impôts, etc. La sécurité sociale, enfin bon. Et c'est bien de l'accompagner globalement sur ces services-là. Anne-Sophie Ardisson, on a beaucoup parlé de cette crise sanitaire de 2020, malheureusement de 2021 aussi, comme un accélérateur formidable de la digitalisation pour les bailleurs sociaux, leurs partenaires, leurs prestataires qui mettent tout un tas d'outils à disposition de leur métier. C'est aussi un accélérateur du côté des locataires, des clients qui, eux, sont plus à même d'utiliser ces outils. Tout le monde se met à faire du Zoom, du WhatsApp, à partager ses données, à avoir un peu plus de temps pour le faire aussi. Vous le constatez, vous ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme mes collègues, on avait développé un espace locataire et aujourd'hui, on est en train de le déployer différemment et d'aller vers une agence virtuelle qui deviendra une agence de prox H24 pour s'adapter à ces usages-là parce qu'en fait, comme vous le disiez tous, on était parti je dirais, d'a priori, pensant que les personnes âgées n'étaient pas connectées. Or, certaines ont leurs enfants qui habitent aux États-Unis et qui Skype tous les soirs ou tous les 2 jours. Et puis, on s'est rendu compte, pas plus tard qu'hier, par exemple, où on a eu un énorme pic d'appels parce que notre espace locataire était en maintenance suite à un dysfonctionnement technique et en fait les gens ne pouvaient pas payer alors qu'ils avaient reçu leur avis d'échéance. Donc on a triplé le volume d'appels rien qu'hier
Donc ça prouve effectivement que nos locataires utilisent ces canaux. Et puis c'est vrai que quand je dis que c'est un formidable accélérateur, c'est qu'en fait il y a eu reconnaissance du fait que ces outils nous permettaient de rester en lien, de maintenir un lien entrant, sortant, montant, descendant, en parallèle avec nos équipes qui ont parfois assumé des missions qui n'étaient pas les leurs. C'est vrai que nos personnes fragiles, isolées, qui n'étaient pas forcément d'impayés de loyer et qui ont été appelés par les agents de recouvrement, les travailleurs sociaux de la mission intervention sociale ou du développement social urbain, ont créé un vrai lien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous a permis vraiment d'aller vers de la qualité et d'avoir ces prémices d'agence virtuelle où les gens vont apprendre à nous faire confiance en nous parlant pas véritablement à nous, mais effectivement, comme le disait Marianne Pichon, en les réassurant sur le fait que dans nos scripts de téléphone ou dans nos accusés réception automatique, ils soient bien réassurés sur le fait qu'on a pris en compte, qu'on va reprendre contact avec eux. Par contre, ça nous met une exigence d'aller vraiment vers ces engagements et de tenir nos engagements rapidement. Mais c'est vrai que je vais prendre un dernier exemple intéressant. J'avais une équipe recouvrement qui voulait absolument faire des permanences où on reçoit en tout venant parce qu'un locataire qui veut venir payer, il faut le recevoir tout de suite. Voilà. Cette période, on s'est mis à faire des différents... on a ouvert des canaux différents. Certains prennent du click and collect pour juste venir payer. Donc, on prend des rendez-vous virtuels sur une salle virtuelle et ils viennent faire une carte bleue. D'autres ont pris des rendez-vous en choisissant le créneau, puisqu'on a poussé des rendez-vous via avis locataire sur des créneaux. Donc, les gens choisissent le créneau. Ou alors, mes collaboratrices, plutôt que d'envoyer ce qu'on appelle des convocations, invitation à venir nous rencontrer, aujourd'hui on envoie des demandes de rendez-vous et au final, au lieu d'avoir du tout venant où on découvre le client au moment où il arrive et on regarde où il en est dans le paiement de son loyer, aujourd'hui on prépare son rendez-vous et le locataire a vraiment l'impression qu'on s'est préparé, qu'on s'est adapté, qu'on va le recevoir dans de bonnes conditions malgré le masque et le plexiglas. Et aujourd'hui, on y trouve une vraie qualité parce que tous les rendez-vous sont quasiment tous les rendez-vous sont honorés. On n'a pas eu de souci pour remettre des badges, des télécommandes, des tas de choses. Et c'est vrai qu'on a trouvé différents canaux qui sont aujourd'hui dans les mœurs et qui vont le devenir d'autant plus. Très bien. Avançons dans notre thématique et voyons maintenant comment estimer à terme de la pertinence de la stratégie choisie. Faisons un peu le bilan et le monitoring de toutes ces solutions. Éric Laguerre, est-ce qu'on a le droit de parler de retour sur investissement chez les bailleurs ou est-ce que c'est un gros mot ? Non, c'est pas un gros mot. L'argent qu'on investit doit être bien investi et on doit avoir... effectivement, un retour sur investissement, je ne sais pas, mais ça doit être au bénéfice notamment de la satisfaction client, à minimum. Je crois surtout qu'aujourd'hui, toutes les questions digitales nous réinterrogent globalement sur un certain nombre de domaines. Et pour ça, il faut investir. Ça réinterroge notre stratégie IT. Les bailleurs sociaux avaient l'habitude de fonctionner autour d'un ERP qui faisait papa-maman. On voit bien qu'aujourd'hui, on a tout un nouvel environnement en construction qui vient cibler des besoins, répondre à des besoins spécifiques. On va venir impacter nos organisations, on va venir impacter nos métiers, les compétences de nos collaborateurs. Et tout ça nous oblige quelque part à repenser globalement notre stratégie et finalement avoir une vision globale de l'impact du digital dans le fonctionnement général de l'ESH. Alors justement, c'est quoi vos indicateurs de pilotage de cette stratégie relation client ? Est-ce que la satisfaction locataire, c'est le principal item ? Est-ce qu'il y a d'autres sources de retour ? En tout cas, on suit la satisfaction client comme l'huile sur le feu, parce que c'est un indicateur important pour les clients, mais aussi pour nos collaborateurs qui se positionnent sur... et ce qui permet un peu d'objectiver le niveau de service qu'on rend à nos locataires. Mais on a plein d'autres indicateurs qui nous permettent de suivre notre activité et d'évaluer l'efficience des solutions que nous mettons en place.
Mathieu de Chaluz, est-ce qu'il y a une place dans cette histoire pour des processus de labellisation ? Déjà, moi j'étais ravi d'entendre tout ce qui a été dit. Je me dis qu'on a encore des marches à franchir pour la satisfaction de nos clients, avec des applis et pouvoir poser ses questions le soir, faire régler ses loyers le dimanche après-midi. Je me dis qu'en fait, il existe de plus en plus de solutions et que probablement, moi je pense qu'il faut que nos organisations elles soient de plus en plus agiles. Et les stratégies, ça donne une impulsion, ça donne un cap. Et il faut faire attention à ce qu'elles n'enferment pas. Et je crois que de plus en plus, il faut qu'on arrive à construire des organisations qui soient ouvertes et construire des partenariats avec des acteurs qui vont venir enrichir votre proposition de valeur, pour dire un peu un gros mot. Et nous, c'est dans cette veine-là en fait, qu'on s'est lancé dans une certification ISO 9001. On a un acteur de l'ESS, je le disais tout à l'heure en introduction, et nous, en fait, si vous voulez, le socle sur lequel tout se base, c'est la confiance. Il faut que les personnes qui sont engagées à nos côtés, ils peuvent être des institutions publiques, des collectivités, des donateurs, des mécènes, des entreprises. En fait, il faut qu'on arrive à leur démontrer en fait qu'ils peuvent faire confiance à Habitat Humanis pour porter cette mission et que oui, il va bien y avoir un retour sur investissement. Alors, ça ne se joue pas au niveau de la rémunération du capital uniquement. On crée de la richesse, on va dire, plus large que juste la rémunération du capital chez Habitat Humanisme. Mais qu'il faut qu'il puisse y avoir cette confiance. Et cette confiance, encore une fois, on ne la décrète pas. Il faut pouvoir l'asseoir, pouvoir la démontrer. Et on s'est dit que acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est important de montrer qu'on était aussi des gens sérieux, qu'on savait tenir des plans d'action, qu'on savait aussi se mettre dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est en ce sens-là que le label ISO 9001, pour nous, il a son sens. Pour aussi, demain, j'espère avoir à nos côtés de plus en plus des acteurs du monde du digital qui vont savoir en fait venir nous challenger, nous proposer des choses auxquelles on ne pense pas encore aujourd'hui et accompagner nos résidents, nos locataires et nos salariés, nos bénévoles pour faire en sorte que Habitat Humanisme de 2025 soit encore plus un acteur de proximité. Et je pense que la ligne pour nous, elle est quand même, c'est un axe très fort pour nous, cette proximité, ce lien, cette confiance. Et pour ça, on s'est lancé dans cette aventure de la certification qualité ISO 9001. Très bien, bravo. Avant de passer à quelques questions du public qui nous suit, puisque le temps avance, j'aimerais que vous me disiez juste quels sont les indicateurs que vous suivez pour mesurer la performance de ces nouveaux outils digitaux dont on parle depuis tout à l'heure. En commençant par vous, peut-être Marianne Pichon, en quelques mots, s'il vous plaît. Voilà, c'est quoi les indicateurs que vous suivez pour avoir le retour et savoir si ça fonctionne, si c'est à poursuivre Alors, sur le digital, ça vient compléter les indicateurs d'activité, ce qu'on a sur nous, notre CRM, déjà, le suivi des réclamations de nos clients, des demandes, le suivi des visites de courtoisie, bien entendu, puisque c'est un vrai objectif, on le continue. Et sur les nouveaux indicateurs, ils sont très factuels finalement, parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est combien de clients se connectent sur l'appli, c'est combien de clients paient par quel canal, et quelle est la progression des canaux digitaux, combien payent par carte Visa, combien posent leurs demandes. En fait, on voit cette évolution-là, et finalement, c'est cette évolution-là qui nous dit qu'on est bon. Et après, effectivement, comme disait Mathieu de Chaluz, il faut qu'on soit agile et les services, on les ajoute au fur et à mesure. Et finalement, on va chercher l'indicateur de chaque service. On rajoute le paiement en ligne, combien payent en ligne. On rajoute le suivi des réclamations, combien sont suivis sur l'espace locataire. Ça, c'est extrêmement concret. Et après, l'indicateur majeur, mais qui ne dépend pas forcément que de ça, c'est l'indicateur de satisfaction et plus précisément celui sur le suivi des réclamations. Mais celui-là, finalement, c'est un indicateur global parce que c'est toute l'activité de Vilogia qui va finalement faire le taux de satisfaction. Ce n'est pas juste un élément, ce n'est pas juste le digital. Donc finalement, ce sont des indicateurs très opérationnels qu'on suit sur le digital. Et juste, je voulais dire, on a quand même réalisé, nous, après le confinement, une enquête de satisfaction post-confinement, justement parce qu'on avait envoyé beaucoup d'informations via le numérique.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de la satisfaction du client parce que justement, ils avaient bien compris qu'on avait fait un effort majeur pour rester en contact avec eux et que malgré finalement les circonstances, on avait plutôt assuré le service et renforcé notre proximité malgré finalement le fait qu'on ne soit pas en proximité physique. Très bien, merci. David Bisbal, en 2 mots, vous êtes raccord sur ces analyses ? Oui, bien sûr, la qualité de service, c'est la mesure de la satisfaction. Hein. Il faut être face au client, il ne faut pas se raconter les choses. Donc, c'est des enquêtes à chaud derrière des interventions, c'est une enquête annuelle et puis c'est aussi une mesure d'enquête de satisfaction pour les nouveaux entrants avec la société avis locataire par un système de liens qu'on reçoit par SMS. Pour le reste, nos indicateurs, c'est aussi le taux de disponibilité de nos équipements. On est en train d'équiper nos ascenseurs de maintenance prédictive. Donc, on est aujourd'hui à 20% de nos ascenseurs connectés à ce système et à la fin de l'année à 50%. Donc, ça permet par des petits signes, des signaux faibles sur l'équipement, de voir si la panne va arriver et de déclencher immédiatement, avant la visite mensuelle prévue, le déboulé d'un technicien. Et puis, l'autre indicateur, c'est aussi ce que l'on fait, puisqu'on barde nos installations de chauffage d'IoT, d'objets connectés, pour tenir l'engagement qu'on a de réduire nos consommations énergétiques de 15% en 8 ans. Et donc, on a comme ça un déploiement d'un système qui monitore nos installations de chauffage et nous permet de piloter les exploitants de chauffage qui, s'ils ne sont pas surveillés, se lâchent assez facilement sur leurs installations pour des raisons diverses et variées. Alors, on m'a même dit par moment qu'en 2020, ils se sont lâchés à cause du confinement. Ils avaient moins d'équipes, ils avaient mis des gens en réserve et du coup moins de gens dans les chaufferies. Et alors, les consommations s'envolent. Donc ça, c'est plus possible de nos jours. On ne peut pas être dans cette maîtrise du service. Très bien, merci beaucoup. On a beaucoup de questions, mais je vais en poser quand même quelques-unes, peut-être pas toutes, mais et peut-être une pour Madame Ardisson, justement, qui parlait d'autonomisation, l'un des mots-clés de la stratégie relation client. Et justement, j'ai Alexandre qui demande comment changer les idées reçues des locataires qui expriment le sentiment d'avoir un bailleur moins disponible face à cette autonomisation par le digital. Je pense qu'on revient à tout ce qui vient d'être dit, c'est effectivement suivre véritablement tous les retours d'expérience selon les canaux qui sont utilisés. C'est peut-être aussi anticiper sur Grand Dijon Habitat, par exemple, on travaille sur une très grosse opération d'éco-réhabilitation sur un quartier à la Fontaine-Douche. Donc on s'est inscrit avec la métropole et des partenaires sur un projet H2020 où on va réfléchir à quel outil connecter pour que les locataires, comme le disait à l'instant M. Bisbal, puissent avoir le sentiment de maîtriser une partie du sujet, de regarder ses propres consommations. Donc effectivement, en regardant ses propres consommations, on voit aussi ses propres dépenses. On a développé aussi tout un système d'alerte fuite qui nous permet, nous, d'être proactifs, c'est-à-dire qu'un client qui aurait des dépenses un peu élevées nous est tout de suite signalé. Donc effectivement, on appelle quelqu'un qui ne s'est même pas rendu compte qu'éventuellement il avait une fuite qui coule dans la cuvette de ses toilettes. Donc c'est vrai qu'on vient aussi au devant des gens et ce qui sera important de bien tracer, comme le disait Madame Pichon tout à l'heure, c'est véritablement de vérifier que les appels, les mails, les SMS, etc. permettent de rentrer dans une information partagée en aller-retour. Et puis surtout que les gens le comprennent. Et quand on fait de la délégation de prestation de service ou de qualité d'un prestataire, comment le client nous donne son retour d'information, son retour d'avis sur la qualité à la fois de la prestation, parce qu'il faut maintenant se dire que les gens ils veulent aussi nous répondre sur la qualité de la prestation, en plus de l'effectivité de la réparation. Et puis ils veulent aussi nous dire s'ils ont été bien traités, pas bien traités,
qui a été défaillant dans le système et aujourd'hui, on se doit d'y répondre. Vous nous posiez l'autre jour, je crois, la question de savoir est-ce qu'on doit avoir des services qui sont à la hauteur du privé. J'ai envie de dire, je pense qu'on est déjà bien au-delà par moment parce que on a des astreintes H24, on prête des radiateurs dès qu'on a détecté une panne, les ascenseurs sont connectés et du coup, on envoie le prestataire, les locataires n'ont encore pas appelé, ils voient le prestataire arriver. Et bien souvent, nous, quand on partage notre vie avec un syndic de copropriété et qu'on distribue à nos locataires des convecteurs en plein week-end, je peux vous garantir que les copropriétaires à côté sont un petit peu jaloux. Voilà. Donc, malgré tout, ça peut être une fierté parce que tout ce qu'on est en train de se dire là, on le développe en aller-retour et dans nos conseils de concertation. Et aujourd'hui, on est tous convaincus qu'il faut y aller. Mais effectivement, comme vous le disiez, en passant pas à côté du risque des gens qui ont besoin d'être accompagnés par des PIMS, par les points Panda, par notre association Grand Dijon Médiation ou autre. Très bien. Très bien, merci Madame Hardisson. Eh bien, c'est l'heure de se séparer pour cette table ronde. Juste une dernière chose, c'est que parmi les questions, les témoignages, les réactions, on a plusieurs messages qui disent que ce QR code est magnifique, Mathieu de Chalut. J'ignorais encore jusqu'à présent qu'on pouvait personnaliser à ce point un QR code. C'est bien un QR code, si vous le flashez avec votre téléphone, ça va vous envoyer vers le lien des escales solidaires. Bravo pour cette initiative et ça peut donner des idées à pas mal de gens. Voilà, ce QR code est magnifique, c'est ce qu'on nous remonte comme information. Je vous remercie infiniment, on aurait pu parler encore une bonne demi-heure sur ces sujets. Merci Anne-Sophie Hardisson, David Bisbal, Marianne Pichon, Mathieu de Chalut et merci beaucoup Éric Laguerre qui était présent avec nous. Merci pour avoir pris le temps de répondre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Suite et fin de Digital Habitat dans quelques instants à 16h30 précisément avec notre dernière table ronde de cette journée consacrée au management et à la performance de gestion et c'est cette sous-question, quel impact du digital sur les organisations et le management. Excellent après-midi, à tout à l'heure, on se retrouve dans 15 minutes à 16h30. Merci beaucoup.